En 1953, M. André Hupp, maire de Guéry-en-Vexin, va percuter du socle de sa charrue le couvercle d'un sarcophage. Avec l'aide de volontaires du Camping Club de France, près de 200 tombes vont être découvertes dans ce champ. Ces sépultures datent des années 600, c'est-à-dire en plein cœur de l'époque mérovingienne. Cette grande découverte marque la première étape de l'histoire de ce qui deviendra en 1983 le musée archéologique du Val d'Oise. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au musée archéologique du Val d'Oise. Je m'appelle Quentin et aujourd'hui je vous fais découvrir le monde de Clovis, l'exposition dont vous êtes le héros. Cette exposition a été conçue par le musée d'archéologie nationale et a pour objectif de vous faire découvrir le quotidien d'une personne vivant dans le royaume de Clovis. Alors tout d'abord, qui est Clovis ? Clovis, pour nous, c'est la transition entre l'Antiquité et le Moyen-Âge. Il naît vers 466 à Tournai. Il est le fils de Childéric, le roi des Francaliens. À ce moment-là, la Gaule est toujours une partie de l'Empire romain, c'est-à-dire qu'on est toujours dans l'Antiquité. Clovis va hériter de son père en 480 et va devenir à son tour le roi des Francaliens. À ce moment-là, l'Empire romain d'Occident n'existe plus. La Gaule est divisée entre plusieurs royaumes. Le royaume des Visigoths, le royaume des Alamans et encore des territoires occupés par les Romains. Au cours de sa vie, Clovis va conquérir un à un tous ces royaumes, ne laissant à ses fils que la conquête du royaume des Burgondes. Clovis est donc un roi conquérant, mais c'est aussi un roi chrétien, puisqu'il s'est converti, il s'est fait baptiser entre 496 et 506 le jour de Noël. À sa mort, en 511, son royaume va être divisé entre ses 4 fils, qui vont faire perdurer la dynastie des Mérovingiens jusqu'en 751, où elle sera remplacée par la dynastie des Carolingiens. Le musée archéologique du Val d'Oise dispose d'importantes collections pour l'époque mérovingienne. Les Francs semblent avoir tout particulièrement apprécié les riches terres agricoles du Vexin, ainsi que celles du Pays de France. C'est aussi à cette époque que se forment les premiers villages, dont certains sont encore occupés aujourd'hui. C'est notamment le cas pour Guéry-en-Vexin. Malheureusement pour nous, les Francs construisent en matériaux périssables et donc nous ne conservons que très peu de traces archéologiques. De plus, ils n'écrivent que peu et cela participe à la forte méconnaissance de cette période. L'exposition Le Monde de Clovis est un peu particulière. Il s'agit d'une exposition dont vous êtes le héros. En rentrant dans la grande salle d'exposition, vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir choisir entre Geneviève, une marchande syrienne, Médard, un guerrier franc, Bathilde, une tisserande anglo-saxonne, ou encore Andarcus, un paysan gallo-romain. Au cours de l'exposition, vous allez suivre les différentes étapes de leur vie et à chaque étape, vous allez devoir faire des choix qui vont vous apporter soit de l'argent, soit du prestige. Et, vous l'aurez compris, l'objectif de cette exposition est d'être la personne la plus importante du monde franc. On ne sait presque rien de l'enfance à l'époque de Clovis. Ce sujet n'est pas traité dans les textes et même l'enfance des rois est inconnue. L'enfance est une période très difficile. La plupart des enfants n'atteindront pas l'âge de 10 ans. Il faut donc apprendre à se comporter en adulte très jeune. La plupart d'entre eux travaillent à la ferme. Ils y apprennent à s'occuper des animaux et des champs. À cette époque, on élève surtout des cochons, mais aussi des bœufs, des moutons et des chevaux. Dans les champs, on fait pousser du blé et de l'orge. Les enfants d'artisans vont quant à eux apprendre l'art de leurs parents afin de participer à l'activité familiale. Cela peut être à la forge, au métier à tisser ou bien dans un atelier. Les enfants de marchands, de leur côté, vont devoir apprendre à voyager et à connaître tous les marchés les plus importants en Méditerranée ou dans la mer du Nord. Ces voyages peuvent prendre des mois et être tout particulièrement dangereux. Enfin, les enfants de familles plus aisées peuvent avoir accès à une éducation plus large, ils peuvent apprendre à compter, à lire et même à se battre pour les garçons francs. L'enfance se termine très tôt au Moyen-Âge. On considère que l'étape importante entre l'enfance et l'âge adulte, c'est le mariage. On peut se marier à partir de 12 ans. Ce n'est pas un mariage d'amour et tout le monde se marie sauf les religieux. Ce sont donc les parents qui vont choisir le meilleur parti pour leurs enfants, c'est-à-dire quelqu'un d'une condition égale, voire supérieure. L'objectif de ce mariage, c'est de faire un maximum d'enfants pour assurer l'héritage de la famille. La vie adulte, c'est le moment d'exercer tout le savoir que l'on a accumulé durant l'enfance. Dans les fermes, il faut savoir tout faire. Entretenir les bâtiments, s'occuper des animaux, s'occuper des champs, fabriquer des outils et les entretenir. En ville, c'est le foisonnement.
il y a tous les artisans les plus réputés. Ils travaillent l'os, le fil, le bois ou encore le métal. Les forgerons mérovingiens sont très réputés. Ces bijoux sont en cloisonné, c'est-à-dire qu'ils sont fabriqués à l'aide de grenats, cloisonnés par du fer ou de l'or. Ces matériaux, et notamment les grenats, ne sont pas naturellement présents sur le territoire. On les retrouve cependant sur les étals des marchands qui font importer ces matières du monde entier. En Gaule, ces bijoux cloisonnés sont l'apanage des nobles francs et sont retrouvés fréquemment dans les tombes. Dans les tombes de nobles francs, on ne trouve pas que du cloisonné. Dans les tombes masculines, on peut aussi trouver des armes qui sont typiques du monde franc. Depuis l'Antiquité, l'épée est l'arme des puissants. L'angon et la francisque sont quant à eux une exclusivité des guerriers francs. Grâce à ces armes et à leur maîtrise de la guerre, les rois mérovingiens vont se tailler en quelques décennies le plus grand royaume d'Occident. À la fin de l'exposition, nous vous présentons 3 reines mérovingiennes. Sainte Radegonde, Arégonde et Sainte Bathilde. À côté de moi, vous pouvez voir la chasuble de la reine Bathilde. Avant de rentrer à l'abbaye qu'elle a fait construire à Chelles, Sainte Bathilde a dû déposer tous ses bijoux. Elle a alors fait broder sur sa chasuble les bijoux qu'elle portait au quotidien. Cette chasuble a pu être conservée, mais à côté de moi, il s'agit d'une reproduction réalisée par Isabelle Jolm. Cette reproduction nous permet de visualiser tous les bijoux que portait une reine. On reconnaît par les fils dorés l'or et par les fils rouges les grenats qu'elle portait. Il s'agit donc d'un style cloisonné à la fin du 7e siècle. Mais les plus beaux cloisonnés sont juste ici. En 1959 a été réalisée une découverte exceptionnelle. Il s'agit du trésor d'Arégonde, un trésor composé d'or, d'argent et de grenats indiens. Ils sont présentés en fonction de leur placement sur le corps. Vous avez des attaches pour la coiffe, une aiguille pour les vêtements, des boucles d'oreilles, 2 fibules, une belle plaque boucle de ceinture et des attaches pour les jarretières. Cette découverte nous a permis d'en savoir plus à propos de l'influence des reines sur les évolutions de la mode à l'époque mérovingienne. Les bijoux qu'elle portait étaient précurseurs des codes vestimentaires et deviendront plus courants dans les décennies qui suivent son décès. Enfin, Sainte Radegonde est représentée par ce parchemin. Celui-ci a été réalisé au XIe siècle, c'est-à-dire 5 siècles après la mort de la reine. Cela témoigne du prestige et de l'importance des reines mérovingiennes tout au long du Moyen-Âge. Sur ce parchemin, on peut voir quelques exemples du mythe de Sainte Radegonde qui témoigne de sa piété. L'exposition se termine par une partie sur la fin de vie. Au Moyen-Âge, il est rare de vivre plus de 50 ans. Pour la noblesse, il faut s'assurer d'une vie dans l'au-delà par de bonnes actions. Cela peut être participer à la construction d'édifices religieux, libérer des esclaves ou encore faire des pèlerinages auprès de figures religieuses telles que Sainte Crodohara présentée ici par le moulage de son sarcophage. Le statut social d'une personne s'exprime directement dans sa sépulture. L'exemple le plus connu, c'est la tombe de Childéric, le père de Clovis, qui était couverte de bijoux composés d'or et de grenats. À partir du moment où les Francs se convertissent, il devient interdit d'avoir de pareils trésors dans les tombes, et le statut social s'exprime plutôt par la qualité du sarcophage qui peut être en pierre ou en plâtre, comme ici. La position du sarcophage est importante, puisqu'un noble se doit de se faire enterrer au plus proche de l'autel dans l'église. Et voilà pour le monde de Clovis, l'exposition dont vous êtes le héros. Il ne sera pas possible pour moi de vous présenter l'entièreté des collections visibles dans cette exposition. Je ne peux donc que vous inviter à venir les découvrir du 14 février au 1er novembre.